C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Samson Maoulolo Arlija et Donatien Awesso. Nous allons continuer maintenant à parler du Sénégal, le gouvernement qui a dévoilé son plan de relance de l'économie. Et le gouvernement passe donc à l'action face à la crise économique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté le vendredi 1er août 2025 à Dakar, aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, un plan national de redressement économique et social. Ce plan s'inscrit dans la stratégie Sénégal 2050 des autorités. C'est un programme qui a été adopté le 30 juillet en Conseil des ministres, alors que la dette et le déficit inquiètent les bailleurs de fonds sénégalais. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal frôle avec 14% de déficit, lequel déficit les autorités espèrent ramener à 3%, et la dette publique s'élève à 119%. 119%. Alors, ce plan donc est censé relancer l'économie. Donatien Awesso, quand on écoute les grandes lignes de ce plan, essentiellement, le gouvernement veut miser sur la mobilisation des ressources intérieures par une taxation plus ciblée, dans un contexte où on le sait, justement, les populations ont un pouvoir d'achat de plus en plus faible. D'abord, qu'est-ce que vous pensez globalement de cette idée de miser rien que sur l'interne? Oui, je me rappelle un PNB quelque part, PND, voilà, quelque part où on a voulu miser sur 80% en ressources internes. Donc, c'est ce que vous produisez vous-même qui vous permet plus de fonctionner. Et ici, moi, j'apprécie ce plan de redressement, et surtout, dans ce plan de redressement, le gouvernement veut aussi miser sur le redressement du train de vie de l'État. Oui. Voilà. Ils vont diminuer le nombre de ministres, réduire un peu les privilèges des ministres, et cela va aller. Je pense que ça pourrait donner d'idées aussi à d'autres pays qui sont dans la sous-région. Et j'ai écouté l'opposition qui n'a vraiment pas apprécié, et c'est ça ce qu'on appelle une vision de l'alternance. Quand ils étaient au pouvoir avant, ils avaient une autre vision de la chose. Maintenant, ils sont dans l'opposition, ils parlent. Voilà ce qu'on souhaiterait aussi pour d'autres pays. Suivez un peu le regard du dessin que je fais. Donc, pour ce redressement, je vous dis que le Sénégal a été beaucoup endetté. Et ça, c'est sous Macky Sall. Plus de 7 000 milliards de dettes extérieures. Vous imaginez un tout petit peu. C'est grave. Alors que ils ont dépassé combien là? C'est 119%. Alors que ce qui était à la normale, c'est dans les 70%. Oui. 70% de dette au niveau du PIB. Mais vous imaginez tout. Et il y en a qui ont été exonérés assez des taxes. Surtout quand vous venez vous installer et que vous vous accoquinez un peu au régime de Macky Sall, on vous exonère de certaines taxes. Et c'est ça que le régime là, actuel, le régime de Sonko, veut reprendre. La largesse qu'on a eu à permettre à certaines personnes, on se rappelle de certaines personnes qui étaient vraiment des suppôts, des soutiens à Macky Sall, soutiens inconditionnels. C'est ces genres de personnes, quand il y a des manifs, ils se décident d'amener 50 millions, peut-être, ils mettent ça sur la table pour qu'on ne regarde pas vraiment ce qu'ils doivent payer. Vous vous rappelez, même Donald Trump aux États-Unis avait été accusé de ça. Il avait été accusé d'avoir de n'avoir pas payé assez de taxes quand il était aux affaires. Et cela lui a valu beaucoup de procès jusqu'à ce qu'il ne s'en sorte un peu en ayant gagné aux élections. Donc, je pense que ce que Sonko et son gouvernement à la tête, Diomaye Faye et Sonko sont en train de faire n'est pas mauvais, mais qu'ils le fassent dans les règles de l'art. Que cela ne soit pas indirectement une chasse aux sorcières déguisée, ou bien... Bon, si la sorcière a fait quelque chose, il faut la chasser. Ah ben oui, et la sorcière déjà commence par mobiliser ses troupes pour dire que ils veulent asphyxier l'économie, mais moi je pense que c'est ça. Quand la sorcière a fait quelque chose, il faut la pourchasser. C'est la raison pour laquelle certains veulent mourir au pouvoir, en tripatouillant les constitutions. Quand ils arrivent à la fin, on lui dit « Hé, patron, quand vous quittez, on risque, vous voyez, les 2 milliards que vous avez pris la dernière fois là pour qu'on fasse ça là, on risque de nous demander cela. » Donc,
savez ce qu'on va faire? Laissez-nous, nous sommes à l'Assemblée, non? On va gérer pour vous. Voilà, voilà des gens qui pensent de façon macabre et de ce côté-là, ceux qui doivent faire face, et là je me tourne vers les forces qui doivent faire face. Quand d'autres sont en train de réfléchir de façon macabre, les autres dorment. Ou bien les autres se tiraillent entre eux. Qui est plus grand? Qui est plus beau? Je parle de l'opposition. Qui est plus beau? Qui est plus populaire? Alors qu'il faut aussi réfléchir à avoir un shadow cabinet. Quand ici, le ministre des Finances, on le voit surtout où là? En Angleterre. Quand le ministre des Finances parle, dans l'heure qui suit, le shadow cabinet, le ministre des Finances du shadow cabinet doit sortir. Quand le ministre de la Jeunesse sort, le jeune ici, mais on est là ici, soit c'est la parole de celui-là qui est seulement devant, qui triomphe, ou soit vous vous taisez, ou bien vous rangez. D'accord. Alors, dans le plan de redressement présenté, je l'ai dit, ça mise essentiellement sur la taxation interne. Quelques secteurs dans lesquels il faut renforcer la taxation, on a parlé des jeux de hasard, le tabac, le mobile money, les visas pour les non-africains, etc. Je parle surtout de la situation économique aujourd'hui. Est-ce que trop de taxes, et c'est le reproche que fait l'opposition, trop de taxes ne risquent pas d'être préjudiciables au redressement économique visé? Quand moi j'ai pris connaissance de cette nouvelle, ça m'a rappelé la doctrine du self-help qui a été développée par Sylvanus Olympio en 1958. Qui consistait vraiment à se baser sur les ressources du pays pour développer le pays. C'est une doctrine assez louable qu'il faut apprécier, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est justement le fait d'avoir trop de taxes que certaines des personnes qui ont applaudi son assassinat en 63 avançaient comme argument. Et lorsqu'on a eu le gouvernement du coloniste qui put de Yadema Père, on a eu une baisse des taxes à l'époque qui a fait que beaucoup de gens ont dit « Ah, enfin on va souffler un peu ». Cela veut dire simplement que lorsque vous taxez beaucoup aussi un pays, c'est parfois une bonne façon. Une bonne méthode, ça permet de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, mais ça peut aussi asphyxier certaines poches de l'économie et vous créer beaucoup d'ennemis. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on taxe les jeux de hasard. Si on pouvait même le faire au Togo, je serais la première personne à applaudir. Les trinapes. Les trinapes et les focasses. Vraiment qu'on les taxe. Je suis aussi d'accord pour qu'on les étrangers maintenant, les non-africains maintenant payent un visa pour venir au Sénégal, parce que c'était le Sénégal et l'Équateur sont les deux seuls pays où vous débarquez juste avec votre passeport, on vous donne un tampon pour vous rentrer sans payer quoi que ce soit. Mais le mobile money par exemple, lorsqu'on voit le poids du mobile money et sa capacité à favoriser l'inclusion financière et numérique, est-ce que le fait de taxer les transactions mobile money ne vont pas avoir des effets inverses? On peut se poser la question. Le tabac, je suis tout à fait d'accord aussi. Les casinos, je suis tout à fait d'accord. Mais le mobile money, je pense que ça pourrait avoir des effets. Surtout que ce que vous avez, par exemple, sur le mobile, en réalité, cet argent, vous avez peut-être déjà payé une taxe dessus, par ailleurs, en le gagnant. Oui, exactement. Donc, c'est une loi de finances qui est appréciée selon moi, parce que ça propose aussi d'augmenter les allocations aux familles et de baisser le prix des denrées de première nécessité. Une chose dont on aurait besoin aussi au Togo, je pense que la CNSS verse les mêmes montants depuis des lustres aux familles. Je pense qu'il est temps de vraiment de 2000 francs par enfant. Je pense qu'en 2025, et ça c'est pour ceux qui sont des fonctionnaires, alors ou des salariés dans le secteur formel. Ça ne dépasse pas 100 000. 100 000, vous imaginez sur une population de 9 millions d'habitants. Voilà. 9 millions d'habitants. Voilà. Donc je pense que c'est le lieu aussi d'appeler nos gouvernants à poser le débat, parce que le Togo, dans la zone UEMOA, reste le pays qui dépense le moins pour le social. Je pense que c'est assez grave. Lorsqu'on a eu des mandats sociaux dans ce pays, de ne continuer pas à dépenser le moins pour le social, c'est assez grave. Mais le gouvernement Sonko et Diomaye Faye nous ont habitués à beaucoup d'annonces sans forcément suivre pas des actes. J'espère que cette fois-ci, les actes vont se joindre à la parole. Et même si on estime que lorsque la sorcière a fait quelque chose, il faut la chasser, je pense qu'on est dans un pays où 40% de la population a quand même voté pour le dauphin de l'ancien président. Lorsque vous n'avez pas gagné 80%, est-ce que vous avez 40% de la population qui ont voté pour votre adversaire? C'est parce qu'il y a une population qui estime que son bilan n'est pas aussi mauvais que ça. Merci. Ce qui s'est passé sur au Togo, lorsque le CUT a gagné les élections, c'était à 50 et quelques %. On a eu quand même beaucoup de personnes qui voulaient quand même le progrès. Donc il y a eu quand même 40% des Togolais qui voulaient qu'on continue par aller avec la France. Et lorsque vous prenez des mesures en ignorant un peu les aspirations qui s'expriment de la population, finalement, vous pouvez être très bien intentionné, mais finir par être mal perçu des populations. Donc, dans ces conditions, vouloir chasser la sorcière pourrait plonger le pays dans une crise
sociale et politique. Et si la sorcière a fait de vous bouffer le sang, le sang. D'accord. Alors ici, quand le plan a été présenté, tout ce qu'on a, tout ce que les analystes ont remarqué immédiatement, c'est, comme j'ai dit, c'est un plan assez souverainiste qui s'appuie pour l'essentiel sur la mobilisation des ressources internes. On a eu un regard vers le Fonds monétaire international qui en réalité devait faire opérer un décaissement il y a déjà quelques mois, lequel décaissement n'est pas fait. Et Ousmane Sonko a eu cette phrase: nous n'avons pas besoin du FMI. Oui, jusqu'à maintenant, Ousmane Sonko et puis son colistier, ils ne continuent toujours pas à agir comme s'ils étaient dans la fougue de la rue. Jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas encore approprié le rôle qui est maintenant les leurs, le rôle de président et de premier ministre, ou bien au niveau de l'Assemblée. Je pense que le rôle de dirigeant d'un pays, ce langage doit être... Vous avez vu, ils ont voulu se défaire de la France, arrivé à un moment donné, et ils se sont recroquevillés. Exactement. Ça ne se fait pas comme cela. Quand on est un dirigeant, il y a un langage qui doit être différent du langage de la rue. Donc, le dire immédiatement comme cela, et maintenant, le moment où il doit se dédire, il pourrait, parce qu'on est dans des contingences socio-politiques, économiques, où on pourrait être amené à se dédire. Comment est-ce qu'on va pouvoir le dire? C'est pourquoi il y a des phrases que les conseillers en communication doivent travailler avec vous. Quand vous allez sortir ces phrases, mettez du bémol à l'intérieur pour qu'il y ait une fenêtre, voilà. Parce que vous allez dire, bon, je l'avais dit ainsi, mais voyez, voilà, on met du bémol à côté, mais le dire qu'on n'a pas besoin du FMI, et le moment où on en aura besoin, on va faire comment? On va dire, bon, on l'avait dit dans des circonstances données, non. Quand on est un dirigeant politique, il y a un langage en le disant. Mais en même temps, la question, parce que je vais dire une autre partie de sa phrase. Il dit ce qu'on aura, il dit ce que nous présentons aujourd'hui n'attend rien quasiment de personne, sinon du peuple sénégalais. Est-ce que parce que FMI, on a l'impression que ça se dirige plus vers les nations africaines. Et moi, je n'ai pas trop vu ces pays aidés par le FMI qui se sont redressés. Oui, et surtout, il y a des plans de redressement là, très drastiques. On vous dit, vous ne devez pas dépasser un certain seuil de dépenses avant de pouvoir bénéficier de nos financements, etc. Et puis, il y a des pays qui, quand même, suivent cela. Je pense que, moi, ce que je leur conseillerais, c'est que leur taxation ne soit pas trop lourde. Des taxations à la 0,0 et quelques pourcents, que ça ne se ressente pas trop. Mais quand on calcule, vous imaginez le mobile money, si on calcule sur leur le nombre de la population et puis la somme à dépenser, ça pourrait avoisiner les milliards, mais que ça ne se ressente pas en même temps comme cela. Qu'on dise, vous devez payer par an 15 000, ou bien par an 30 000. Quand on vous le dit ainsi, mais quand on ramène ça, j'ai expliqué quelque chose à une dame un jour au niveau du marché. La paye des places, c'est à 1500 francs un endroit, c'est selon. 1500 francs, j'ai dit qu'on divise les 1500 par 30. Quand on a divisé, elle a dit désormais elle va payer. Ça dit que voilà, moins de cela même, quelque chose de très insignifiant. Donc, il ne faut quand même pas que cette taxation soit tellement lourde pour que les populations commencent pas à se rebeller contre eux alors qu'ils avaient de bonnes intentions. Et en vrai, que cette somme-là, perçue, qu'ils fassent des comptes et de la redevabilité, comme eux-mêmes ils criaient quand ils étaient dans l'opposition, et que cette redevabilité aille dans les secteurs qu'ils avaient énumérés, que les populations commencent par ressentir ça. Moi, je me dis, si nous, en parlant de moi, nous étions un dirigeant de premier plan, je vous assure, les gens seraient bien. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui manque à ce qu'on décaisse pour construire une route dans un quartier. Je ne sais pas ce qu'il manque à ce qu'on crée des écoles ou bien qu'on crée des... Ça dit, il y a certains besoins basiques que je pense qu'il faut résorber et ne pas trop attendre.
faut faire un programme sur un long moment, ou bien on dira il va avoir un décaissement sur 6 mois. Après les 6 mois, mais on va dire que bon, puisque le budget n'est pas encore prêt, il faut relancer. Je suis en train de dire quelque chose indirectement, et cela, ça va sur les municipalités, comment les municipalités sont en train de fonctionner. Je pense que Diomaye Faye et Sonko savent s'y prendre, c'est la raison pour laquelle ils ont sorti cette loi-là. Et voilà, Sonko, et je pense que il ne faut pas qu'ils asphyxient les populations pour qu'ils soient mal perçus, parce que en redressant le pays ainsi, le Sénégal risque de dépasser même le Nigeria, bien c'est un pays dans un laps de temps. L'objectif sur 3 ans pour eux, c'est de mobiliser jusqu'à 6 000 milliards de ressources. Ouais. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du déficit qui est comme très élevé, 14% de déficit, qu'ils veulent ramener à 3%. Est-ce que c'est réaliste pour vous? Sur 3 ans, c'est faisable. C'est faisable, mais il faudra vraiment bosser. Il faudra vraiment bosser. Parce qu'ils ont quand même mis 2 ans à traîner, à présenter ce programme-là. Oui. 2 ans à parler beaucoup sans présenter du réel programme. Ils viennent de le faire sur 3 ans. Je pense que c'est la fin du mandat de Diomaye Faye normalement. C'est en 3 ans, le pays va retourner aux urnes. Je pense que c'est faisable, mais il faudra vraiment beaucoup bosser. Moi, mon inquiétude vient du fait que j'ai l'impression que les deux gouvernent trop à travers des lunettes de fiscalistes. Tout est une question d'impôt. Et lorsqu'ils disent par exemple qu'ils vont faire payer des visas aux non-africains, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'ils ont fait une étude pour savoir quelle sera l'incidence de cette mesure sur le tourisme? Parce que ce dont a besoin le Sénégal actuellement, c'est non seulement de se redresser, mais aussi de diversifier son économie. Si aujourd'hui, et ça, je suis obligé d'applaudir Ouattara pour cela, si aujourd'hui Ouattara a pu transformer son pays en un pays dont le PIB fait à la fois celui du Cameroun et du Sénégal, c'est parce qu'il a pu diversifier l'économie. Il a pu quitter le tout cacao pour aller un peu vers les mines, vers le secteur tertiaire et aussi vers le pétrole. Actuellement, le Sénégal ne gagnerait-il pas plus à diversifier son agriculture, par exemple? Est-ce que l'agriculture sénégalaise ne gagnerait pas à plus d'irrigation, à plus de mécanisation? Et ce sont des faiblesses que les gens soulèvent par rapport à ce plan, exactement, comme vous l'avez dit, qui est trop basé sur les taxes. Et si les taxes, d'accord, mais il faudrait aussi, comme l'a dit mon confrère Donatien tout à l'heure, que les taxes sont des taxes indirectes. Vous pouvez faire payer beaucoup de taxes aux gens sans que les gens le savent. Mais lorsque c'est des taxes qu'il faut aller payer directement à l'hôtel, par exemple, ou à l'office des impôts, ça fait mal. Ou des taxes, ça fait mal. Personne n'aime payer les taxes, mais vous pouvez faire payer beaucoup de taxes indirectes aux gens. Mais s'ils veulent vraiment remettre le pays sur les rails, je pense qu'ils gagneraient aussi à penser à comment diversifier l'économie sénégalaise. Parce qu'à l'heure où nous parlons, le Sénégal reste l'un des pays où le plus de jeunes s'embarquent dans l'aventure du désert pour aller en Europe dans les conditions les plus précaires. Et ça, c'est dommage. Et je ne vois pas dans ce plan-là ce qui va permettre de mettre fin à cette hémorragie humaine. Et il gagnerait vraiment à diversifier l'économie. Malheureusement, Macky Sall a choisi une politique des grands travaux. Et lorsqu'un gouvernement choisit une politique des grands travaux, il se surendette. C'est automatique. Lorsque si demain, vous prenez le pouvoir au Togo et que vous décidez de construire l'autoroute Lomé 5AC, le chemin de fer Lomé 5AC, vous allez laisser le pays avec une dette importante. Il faudrait que celui qui vient après capitalise sur ses acquis maintenant pour diversifier l'économie. Et si la personne veut toujours juste aller en constant de ce que vous avez fait en disant vous avez fait mal, je fais bien, je fais bien, je fais bien, finalement on ne risque pas avoir le résultat escompté. Donc bravo, au moins cette fois-ci on a un plan proposé. J'espère qu'ils pourront vraiment l'appliquer. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une politique de diversification de l'économie. Et à commencer par l'agriculture, parce que l'agriculture sénégalaise continue d'être comme une agriculture très embryonnaire, avec très peu de surface irriguée. Et lorsqu'on ajoute le changement climatique et la baisse des terres cultivables, on a un cocktail assez explosif qui va continuer par alimenter le flux des morts dans les pirogues. Et ça, c'est dommage. Que son secteur de pêche aussi est un peu en recul. Est un peu en recul. Maintenant, si à cela maintenant, les touristes vont moins venir parce qu'il faut maintenant payer des visas et des taxes sur l'hôtellerie. Je pense que tout cela risque d'avoir le résultat inverse. Donc, il s'entoure de plus de gens. Il voit trop le monde à travers les lunettes d'un fiscaliste. Le monde, ce n'est pas de la fiscalité. Le problème, c'est que le pays est pas de fiscaliste, malheureusement. Je pense qu'il gagnerait à avoir des économistes, des politologues, des sociologues autour d'eux pour pouvoir avoir un plan plus solide. Ce plan, il est bon
côté fiscal, ce plan ne va pas remettre le pays sur les rails et ne va pas faire que le pays va, par exemple, rattraper le retard qu'il a accusé, par exemple, sur un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ce qu'ils ont présenté également, c'est en parlant de la dette, hein, ils ont parlé de certaines dettes cachées, 5 milliards de francs CFA de dettes cachées sous l'ancienne administration. Donc il y a aussi assainissement des finances, mais en même temps, lutte contre la corruption. Et ça, je pense que c'est à applaudir. Hein. C'est ce que nous cherchons dans plusieurs pays. Et nous avons chez nous une institution qui a été créée dessus. Hein, Lucia. Qu'ils créent aussi, qu'ils viennent s'inspirer de... Non, je pense qu'ils ont déjà quelque chose comme ça. Voilà. Tous les pays là. Que cela puisse dans la être... Cour de répression des infractions économiques. Mais cette institution ne fait jamais le travail. C'est ce que je voudrais pas dire. Mais c'est pas de la faute aussi. Les moyens qu'on ne met pas à leur disposition, c'est ça. Exactement. Peut-être vous êtes là, mais on ne vous donne. Vous êtes un soldat en faction, mais vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez pas d'armes. Que pouvez-vous faire? Voilà, quand vous êtes agressé, vous ne pouvez rien faire. Donc, je pense que aller contre la fraude fiscale ou bien soit le embezzlement, comme on le dit, la corruption n'est que bien, parce que la corruption, ça tue. Hein. Tout récemment, on a fait des enquêtes où on a vu les milliards qui sortent de l'Afrique de façon frauduleuse. C'est grave. Donc je pense qu'il faut s'attaquer à ce trou-là où ça va dans les poches de qui on ne sait. Si c'est que ces milliards-là étaient utilisés pour l'intérêt du pays, ça allait être bien, mais ça va dans les poches de qui on ne sait pas. Peut-être si on sait, on n'a pas la bouche pour parler compte tenu de la force de la personne. Donc, et qu'on prenne ces genres de personnes et puis que ces personnes remboursent. Qu'on ne nous dise pas, comme dans certains pays, qu'ils viennent rembourser. Non. Ils viennent rembourser. Ça veut dire qu'en vrai, ils ont été voleurs. Ah ben, montrez-nous les voleurs. Que de dire qu'ils viennent rembourser. Mais on veut savoir ce qu'ils ont pris et ce qu'ils sont en train de rembourser. Est-ce que c'est à la hauteur ou bien on leur fait le tiers ou bien la moitié. Donc moi, c'est un encouragement que je donne à l'équipe Faye et puis Sonko de poursuivre toujours, mais de ne pas profiter, comme on le dit, hein, d'abattre la sorcière, parce que peut-être on aura besoin de cette sorcière. Cette sorcière aurait un secret, peut-être caché quelque part, dont on aura besoin. Et cette sorcière-là, c'est le gouvernement, l'ancien gouvernement, les ténors du gouvernement, qui sont toujours au Parlement. Qui sont là-bas, qui les gênent aussi. Hein. Donc, je pense que c'est la vivacité. Moi, j'aime cette vivacité démocratique. C'est ça on voudrait. Qu'on sente que les gouvernements fonctionnent, que les parlementaires, disons, bougent, que ce soit les députés ou bien les sénateurs, que ça bouge, et qu'on sente qu'il y a de la vivacité dans le pays, que bon, on est là, si c'est à la veille d'une fête nationale, on sort un discours, on revient, et puis c'est comme ça dort. Non, un pays ne se développe pas comme ça. Donc, bon vent pour la lutte contre la corruption au Sénégal. On va passer au dernier sujet maintenant. Nous parlons des résultats définitifs des élections municipales, lesquels résultats ont été proclamés par la Cour suprême. C'était le 6 août dernier. Il faut dire que 27 recours ont été introduits contre les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante, et tous les 27 recours ont été rejetés par la Cour suprême au motif que ces recours ne remettaient, en tout cas, ne remettaient en rien l'issue du scrutin. La Cour n'a donc fait que valider les résultats proclamés par la CENI. 75% des voix pour UNI qui remporte un peu plus de 1100, autour de 1150 sièges, suivis par l'ANC, l'UFC et d'autres formations politiques dans l'ordre. C'est donc la fin du processus électoral. Samson a déjà une leçon à retenir. Une leçon à retenir, c'est que nos partis politiques ne semblent pas avoir été constitués pour pouvoir être présents dans ce genre d'élections. On a l'impression que la plupart des partis ont été constitués pour aller aux élections présidentielles. Et lorsqu'il est maintenant question d'aller aux élections législatives, ces partis semblent avoir un peu du mal à se positionner. Et c'est tout à fait dommage, surtout qu'à cela, on constate qu'il y a un boycott de fait. Même si on n'a pas appelé, les partis n'ont pas appelé au boycott, le flou qui a entouré à un moment donné leur participation, on se souvient que quelques temps avant que les élections ne se tiennent, certains partis ont écrit une lettre pour appeler à ce que le processus soit un peu décalé,
parce qu'il y aurait une crise dans le pays. La lettre n'a pas eu de suite. Finalement, ils se sont présentés. D'autres personnes avaient dit qu'ils allaient empêcher les élections d'avoir lieu. Et finalement, on a eu ce qu'on a eu. Il y a eu une forte abstention, du moins dans le Grand Lomé, et qui est réputé être un bastion de l'opposition. Et nous avons maintenant une grande victoire du Parti Unir. Donc ce que je retiens, c'est que nos partis n'ont pas pu faire la transition qui consiste à s'adapter au nouveau paradigme dans lequel nous sommes actuellement, où les seules élections importantes sont les élections municipales et législatives. En parlant de parti, le Pacte socialiste pour le renouveau était candidat à ce scrutin. Quand vous regardez, Donatien Aweso, la moisson au sortir de ce scrutin, quelle leçon on retient? Oui, le Pacte socialiste pour le renouveau a 15 sièges sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas ce que nous escomptions, mais les leçons, elles sont là parce que après chaque expérience, il faut tirer toujours des leçons. Et c'est ça même la valeur d'un homme et d'un humain, surtout d'un guerrier, qui va et qui revient, il apprend. La première grande leçon à tirer ici, c'est que, premièrement, le peuple togolais doit aller un peu à l'école de la politique. J'ai suivi un débat sur une radio en ligne, Canal Car, bien quelque chose comme cela, où il y avait un intervenant qui disait la plupart des Togolais jouent à l'école missionnaire en termes de politique, contrairement aux pays qui nous entourent. Vous allez voir le Béninois qui aime s'informer de ce qui se passe dans son pays. Le Ghanéen, vous n'allez pas lui dire ce qui se passe. Je ne fais pas la publicité pour certaines radios, mais si, juste à côté ici, dans Plaou, vous écoutez Light FM, vous écoutez Victory FM, chaque jour, il y a des discussions, des débats politiques, des débats sociopolitiques et économiques où les gens apprennent de la vie de leur pays. Vous allez en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent ce que c'est que la vie politique. Actuellement, les pays de l'AES qui nous entourent, nous avons le Niger et puis le Burkina, ce ne sont pas des gens qui restent indifférents de ce qui arrive sur le pays. Donc, cette partie, il faut que le Togolais, qui ne dise pas que, bon, faites-le, on va voir, continuez pas à le faire vous-même. Et nous en avons, chez vous-même ici, appelé à ce que les gens ne fassent pas dans l'abstention. Ça, c'est ce qui est adressé aux populations. Maintenant, ce que nous avons tiré comme leçon venant des formations politiques, au parti au pouvoir qui a le gouvernement et puis pratiquement les institutions, quand nous voulons véritablement faire quelque chose de bien, il faut le faire une fois de bon. On parlait de l'assainissement du cadre électoral depuis. Je pense que les gens sortaient cela au CPC où nous siégeons, mais le gouvernement, avec ceux qui y sont, ne donnait pas toujours issue favorable. On parle de l'assainissement, il s'agit de la CENI, il s'agit des lois, même le code électoral. Il faut tout revoir. Comment est-ce que vous pourrez imaginer qu'on a fait une élection où on ne connaît pas le corps électoral avant d'y aller? Mais quelqu'un nous dira, vous savez que cela est ainsi et vous n'y allez pas. Ça, c'est être sot aussi, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui disent ça. Aujourd'hui, 75%, la voie est balisée pour 2031. J'ai écrit quelque chose tout récemment qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Nous laissons la proie pour l'ombre. Quand vous tapez cela, ça vous le sortira. Mettez Donatien Aweso. Je vous l'avais bien sûr envoyé. Nous laissons la proie pour l'ombre. Ceux qui disent de ne pas y aller, ils ne proposent rien en retour. Ça, c'est le côté abstention. 2031 est déjà plié dans la poche. Parce que ce sont les conseillers municipaux, ajoutés aux conseillers régionaux, qui élisent les sénateurs. Et déjà, on a 2025 qui risque d'être comme 24 ou 25 pour élire les députés. Et les députés et les sénateurs qui vont élire le président de la République dans le Congrès, compte tenu de la constitution dans laquelle nous sommes actuellement. Si vous voulez renverser, les émissaires du gouvernement l'ont dit à demi-mot, le système dans lequel nous sommes nous oblige maintenant à nous intéresser à la politique. Le jeune qui m'écoute actuellement se doit
d'entrer dans une formation politique s'il veut voir un changement. Puisque c'est les partis politiques maintenant qui font vivre la vie politique du pays. Parce que c'est à l'Assemblée maintenant que tout va se décider. Maintenant, regardez à l'Assemblée où on a un seul groupe parlementaire. Parce qu'il faut 5 pour faire un groupe parlementaire. Nous avons 2 de l'ADI, 1 de la DMP, les 2 autres, FDR et ANC, qui ne siègent pas. Vous voyez un peu ce qui nous est arrivé en 2018. Ce boycott qui a permis à ce que des gens puissent toiletter, tripatouiller la Constitution en 2024, bien sûr que plusieurs d'écrits et dont notre formation politique, le PSR, le professeur Olukomi a été parmi les premières personnes à se lever contre. 2019, où on avait demandé à des gens de ne pas se faire les cartes d'électeurs en 2018, ça a agi sur 2019. Des gens voulaient bien sûr voter, mais n'avaient pas de carte d'électeur. 2024 est arrivé, où la vapeur, on devrait tourner, renverser la vapeur. Des gens nous diront, et on fraude. Je vous dis, j'ai devant moi ici un PV. Alors, permettez qu'on revienne sur cela tout à l'heure, mais vous avez lâché un peu le mot boycott, abstention. Samson, j'aimerais poser la question. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu abstention quand le taux de participation dépasse les 50%? On a parlé de 55%. Oui, bon, je pense, je ne vais pas contester ce taux-là, mais je vais me fier à mon observation empirique. Lorsque moi je prends le Grand Lomé qui a quand même 3 millions d'habitants environ, lorsque vous sillonnez dans les centres de vote, vous voyez 500 inscrits pour 45. Je vous donne 40, le taux, c'est 21%. 21%. Et dans la région maritime, la tendance est similaire, au fait. Oui. Maintenant, les gens qui défendent ce taux diront qu'à l'intérieur du pays, on a eu des participations à 90-95%. Je n'y étais pas, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Même si cela amène quand même à se poser des questions, on se demande, pourquoi là-bas les gens votent tellement si bien, tellement en masse, et pourquoi ici les gens votent tellement mal et parfois de façon si faible. Ce chiffre, chacun le prend. On peut y croire comme on peut n'y pas y croire. Mais l'observation empirique laisse ça quand même se poser des questions. Et moi, je pense qu'il y a eu un boycott de fait. Pas un boycott appelé, mais un boycott de fait. Parce que d'abord, les partis politiques n'ont pas mobilisé leur base. Et parce que la population, en grande partie, ne croit plus aussi malheureusement au processus ou à la crédibilité des processus électoraux. Il faut le dire aussi. Maintenant, on revient. Vous étiez en train d'analyser, par exemple, ce PV qui montre que dans la partie sud, cette abstention était record. Très grave. Hein? Je vous fais rapido, avec peut-être un changement au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ce que nous avions au niveau de la CENI, quand je lis, ça fait Golfe 1 jusqu'à Golfe 7. Golfe 1, 15%. Je ne vais pas lire ce qu'il y a. 15%. Golfe 2, 12%. Golfe 3, 28%. Golfe 4, 16%. Golfe 5, 11%. Golfe 6, 16%. Golfe 7, 13%. Et voilà des populations qui cherchent le changement, qui restent à la maison. L'exemple ici. Alors, en même temps, avant que vous ne parliez de l'exemple, ces chiffres que vous donnez, c'est les chiffres de participation. Ça montre quelque chose de clair. Ça veut dire, malgré tout, le pouvoir ne mobilise pas non plus. Pas non plus. Et c'est là où les gens devraient comprendre que, en vrai, l'opposition, elle, a plus de mal à mobiliser. Parce que ça, je peux dire, c'est 16. Il y a eu aussi les voix de l'opposition là-dedans. Oui, tout ça. Donc, ce qui reste au pouvoir, c'est pas grand-chose dans la partie sud. Oui. Tout le reste, peut-on considérer que c'est les gens de l'opposition. Et pourquoi on a du mal à les mobiliser? Et Samson avait dit quelque chose. Il y a assez de restrictions des libertés où plusieurs partis n'avaient pas eu en amont la chance de pouvoir travailler sur le terrain. Combien de partis sont assez autorisés à sillonner le pays ou à faire des activités politiques? Si vous écrivez, on trouve des artifices, des alibis pour dire, compte tenu de le fait. Donc, ça fait que c'est pendant ces moments pré-électoraux et ces moments de campagne que les partis politiques ont pu ça dit mobiliser. Mais c'est là où je reviens en amont en disant que, même en France, Marine Le Pen ne va pas dans toutes les contrées. C'est sur les médias qu'on connaît les hommes politiques. Mais notre population actuelle, surtout la jeune génération,
n'aiment plus s'informer. Ce que je dis, il y en a qui ne vont pas l'accepter, mais c'est de la vraie vérité. Il faut s'informer et on fait d'abord le choix de son parti à voter avant les élections. C'est pourquoi il y a des sondages qui se passent dans certains pays. Actuellement, on sait déjà en France que Marine Le Pen caracole avant qu'elle n'ait ses soubresauts avec la justice. Donc déjà, on sait qui peut être en tête. Donc on devrait déjà commencer par connaître les hommes politiques, les partis politiques à travers leur prise de parole dans les médias. Mais combien sont ceux qui suivent et les radios et les télés, même sur TikTok, nos jeunes sont plus enclins à écouter ceux qui injurient, qui insultent directement. Et quand nous faisons des capsules... C'est ce à quoi on les avait habitués aussi. Voilà, et quand nous déposons... pendant longtemps a été un jeu d'injures. Voilà. C'était un championnat de pugilat verbal. Et ce n'est pas normal, c'est la raison pour laquelle nous, notre parti qui promeut les valeurs, vous n'avez jamais écouté le professeur mêlé dans une salle à faire. Ça... C'est vrai que le professeur Olo, c'est quelqu'un dont on peut témoigner. Oui. Il ne s'est jamais mêlé d'une sale affaire. Donc, pourquoi ne pas suivre ces genres de personnes? Pourquoi ne pas suivre ces partis politiques que de dire, bon, on préfère rester à la maison? Et plus vous restez à la maison, je faisais une image, je montrais une image à quelqu'un, la balance. Plus vous vous allégez, plus l'autre descend. Ça dit, plus vous refusez de vous impliquer, la balance est ainsi. Même s'il n'y a pas de poids ici, plus ici ça lège, ça va en haut et ceci baisse. Donc c'est ainsi, quand vous refusez d'aller vous exprimer, et vous me permettez, nous avons ici dans le bureau de vote 11 au collège protestant de Tocoin, 449 inscrits. Si ceux qui ont travaillé dans ce bureau de vote-là m'écoutent actuellement, leurs noms sont ici, les 449 inscrits normalement devraient voter. On n'aurait pas ces genres de résultats. Nous avons, dans l'urne, le nombre de bulletins qu'on a retrouvés, c'est 45. Et dans ça, il y a 4 bulletins nuls. Ce qui veut dire, le suffrage exprimé dans ce bureau de vote 11, c'est 41. 41, quand on enlève ça de 449, il nous reste, combien là? Il nous reste 405 individus qui sont restés à la maison, mais qui crient sur les réseaux sociaux, on veut du changement. Si je vous dis, le parti au pouvoir a gagné dans ce bureau de vote avec 12 voix. 12 voix. C'est nous qui laissons la place. On dit, imaginez que tous les jeunes, je me rappelle les années 2007 et 10, vous voyez la veille citoyenne qu'on faisait dans les centres de vote. Toutes les populations étaient là lors du dépouillement. Qui es-tu pour venir vouloir bourrer? Nous ne parlons pas de 2005. Des gens me diront, oui, on a vu quelqu'un... C'était un événement spécial. Et quand les gens vivent toujours dans le passé, on restera dans le passé. Il faut évoluer. Nous sommes en 2025 où on a les tics maintenant. Des gens sont enclins à faire des lives. Tout récemment, des gens ont fait des lives pour certaines choses. Pourquoi ne pas venir dans le centre? Parce que c'est public, le dépouillement est public. Vous montrez aux gens... Voilà comment ça se passe. Et tout le monde est au courant. Si les jeunes s'étaient impliqués à être dans les bureaux de vote, à être dans les centres de vote, je ne pense pas que quelqu'un viendrait bourrer pour qu'on dise, bien sûr, dans des endroits, il y a des intimidations. Ça, c'est des endroits reculés. Je parle plus de la région maritime et encore plus du Grand Lomé où l'abstention a été record. Mais c'est ici, nous crions encore et nous décrions. Quand on veut du changement, on paye son prix. En 2010 et puis 15, on accompagnait les urnes avec les agents de bureau de vote jusqu'au CELI. On veillait là-bas. Parce que la voix de quelqu'un, c'est comme un semis. Et quand on met le semis en terre, on veille à ce que des rats, des lapins ou bien des lièvres ne viennent pas ronger. Mais vous allez voter, vous quittez. Et quand on détourne ce vote, vous allez dire quoi? C'est votre voix. Mais les gens ne savent pas qu'il faut protéger cette voix-là. Et l'élection la plus importante dans une nation, c'est l'élection municipale. Alors justement, vous me tendez la perche. C'était la question que je voulais poser à Samson. Est-ce que les populations elles-mêmes comprennent l'importance de cette élection-ci? Malheureusement, non. Et ce n'est pas leur faute parce qu'on n'a pas eu d'élection municipale pendant longtemps. Pendant longtemps, on a eu des délégations spéciales nommées par l'autorité exécutive qui gérait les mairies. Et pendant longtemps, moi par exemple, la première élection municipale à laquelle j'ai
participé, c'était celle de 2019. Donc, depuis ma naissance jusqu'en 2019, je sais qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'élection municipale. On savait qu'il y avait un certain maire Founa Lomé, on savait certaines choses, mais... À Mouzouvi. À Mouzouvi, exactement. Mais on ne savait pas à quoi ressemblait une élection municipale. Donc, beaucoup de populations, la plupart des gens qui votent actuellement, n'ont pas voté en 84 ou en 85, quand il y avait la dernière élection municipale, ils n'étaient même pas nés à l'époque. Et les partis politiques qui auraient dû, surtout de l'opposition, parce qu'au niveau du NIR, je pense que le travail s'est fait, les partis de l'opposition qui auraient dû éduquer leurs militants à la base à l'importance de ces élections municipales ne l'ont pas fait, parce que la plupart de ces partis ont été construits pour aller à la conquête du pouvoir présidentiel. Donc pendant longtemps, quand vous parlez, ils vous disent, taisez-vous, donc quand on aura le pouvoir présidentiel, on verra tout ça. C'est pour ça qu'on a toujours eu aussi des gens providentiels. Des gens providentiels, exactement. Mais actuellement, la donne a changé. Actuellement, il est même très compliqué de frauder une élection municipale. Oui, c'est ce que les gens comprennent. Et on l'a vu au niveau de Dany, quand l'actuel député Wonyala Kosivi avait été élu dans une zone où il y avait des ténors du parti au pouvoir, mais qui n'ont pas pu se faire imposer parce que c'est compliqué. Parce que souvent, vous positionnez des gens qui sont connus dans leur communauté. Et ces gens-là, quand on veut les tricher, on dit non. Voilà. Attendez. Et là, ça dépasse même le clivage entre partis politiques, parce que c'est une question de... Avoir des rues propres, ce n'est pas une question de l'ANC ou du NIR ou du PSR. L'enjeu, c'est la rue propre. Et que vous voulez aller voler, ou aller... c'est un peu compliqué. Les gens ne vous laisseront pas faire. Et même si on vit dans un système qui est un peu oppressant, je ne pense pas que si toutes les communes de Lomé sont contrôlées par l'opposition, vous aurez de quoi titiller le parti au pouvoir, titiller le gouvernement. À défaut de le changer, vous aurez de quoi leur mener la vie dure sur les 6 prochaines années. Donc il est très important, surtout que ce sont les maires qui maintenant élisent les sénateurs, il est très important que l'éducation se fasse à la base, pour que la population comprenne qu'il est important d'aller voter pour les élections municipales. Et je le dis souvent, c'est beaucoup plus facile de mobiliser les gens suite à une élection truquée que de dire aux gens, n'allez pas voter et après sortir dans la rue. Et à cette spontanéité-là, lorsque Gbagbo est venu au pouvoir, c'est parce que l'élection avait été tripatouée, les gens se sont dit non, ça ne se passe pas comme ça. Mais quand les gens ne vont pas voter, vous dites qu'on a tripatoué, mais vous n'êtes pas parti voler. Qu'on a volé. Donc bon, les partis politiques n'existent que par les élections. Si vous ne voulez pas aller aux élections, allez chercher d'autres moyens de lutte, mais vous n'êtes pas un parti politique alors. Devenez association. Mais tant que vous êtes un parti politique, vous devez continuer par les élections. Et même au Togo ici, les plus grandes crises politiques qu'on a eues, c'était à la veille, au lendemain des élections. Parce que lorsque les gens vont voter et qu'il y a maintenant un tripatouillage, ils se disent mais ça ne se passera pas comme ça. Et lorsque vous n'allez pas voter, le parti au pouvoir, lui, arrive toujours à avoir des militants. Oui. C'est vrai que dans le Grand Lomé, beaucoup de gens ne vont pas voter, mais à l'intérieur du pays, il y a une discipline de vote qui ne date pas d'hier. Et puis même quand on voit les élections depuis 56, on remarque que dans le Grand Nord, les gens votent toujours plus qu'au Sud. Toujours. Oui. Mais au Sud, c'est aller de mal en pis. Actuellement, on est au de 10-11%. Je pense qu'à cette allure-là, la voie est balisée à unir pour longtemps. Même si, unir aussi, on a un boulevard comme ça devant lui, ce n'est même pas son propre avantage. C'est risquant. C'est risquant pour lui-même. Alors, pour vous maintenant, de l'opposition Donatien Aweso, quelles leçons vous retenez pour l'avenir? Oui, avant de parler de la leçon, je vous lis une partie de ce que j'avais écrit. Il aurait été plus intelligent et très patriotique que ceux qui jubilent aujourd'hui d'avoir réussi à démobiliser, démotiver et d'appeler à ce que les gens n'aillent pas voter, auraient dû faire cela et de continuer la lutte qui s'est ébranlée après. Aujourd'hui, qui peut se réjouir du résultat? Personne. Ce résultat où... Même les gagnants. Oui, à peine. Il y a dans des mairies où il y a un seul conseiller de l'opposition. Tout est le parti au pouvoir. À peine on aura 5 mairies sur les 117. À peine l'opposition pourrait avoir. J'ai même augmenté le chiffre, ça. À peine. Et cela... Et encore avec des jeux d'alliance. Les jeux d'alliance. On va voir ensuite. Donc, la leçon que nous avons pu tirer, c'est de retrousser les manches, de rééduquer la population. Parce qu'il y a une frange de la population qui s'est laissée manipuler par des gens sur les réseaux sociaux, que moi j'appelle des vendeurs d'illusions, qui ont vendu ciel et terre, et qui ont juste remué la sauce que nous préparions avant. Parce que ce qu'ils racontent, nous combattions ça depuis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils disent qu'il y a la vie chère. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils parlent des restrictions des libertés.
nous étions dans ce combat depuis. Donc, ils n'ont rien amené de nouveau. Juste que eux, ils n'ont pas de la déontologie sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes des partis politiques et on se doit de respecter la charte des partis politiques où on ne peut pas appeler à casser quoi que ce soit. Mais c'est ce que eux, ils veulent. Et cette jeune génération que j'ai dit, la génération qui n'a pas connu les mouvements sur le campus universitaire en 2010, la génération qui n'a pas connu le 12 juin 2012, cette génération qui n'a pas connu les marches de 2010 à 2014 dans les rues de Lomé, cette génération qui n'a pas connu tout ça, c'est cette génération qui pense que en suivant ceux sur les réseaux sociaux, on pourrait atteindre le résultat escompté. Mais à l'avenir, nous pensons pouvoir mieux éduquer cette population à la chose politique, parce que si vous vous désintéressez de la politique, c'est vous qui perdez, c'est nous qui perdons. Et aujourd'hui, on a perdu. On n'aura que nos yeux pour pleurer durant 5 à 6 ans, même si ceux qui sont élus vont dire qu'ils vont travailler pour l'intérêt des populations. Ce n'est parce que 1 sur 10 à Lomé, parce qu'il n'y a pas demi-personne, une personne sur 10 est sortie. Aller voter. Pour voter. On peut le dire 2 sur 10. Et maintenant, les 8 vont vociférer, vont dire quoi? C'est nous-mêmes, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Mais au PSR, on a déjà, parce qu'une nouvelle élection se prépare à la veille de l'ancienne, disons, à la veille, après la proclamation de l'ancienne, on se met déjà en rang de bataille pour rééduquer les gens. Samson, pour vous, quelle est la principale leçon que, surtout l'opposition, parce que bon, le pouvoir y gagne, surtout l'opposition devra retenir rapidement? On est à la fin. Rapidement, l'opposition, les partis politiques doivent maintenant vraiment devenir des vrais partis politiques. Un parti politique, c'est d'abord pour éduquer les citoyens à la base, éduquer sa base et les mobiliser pour qu'il n'y ait plus les mêmes erreurs. Et je pense que le boycott a montré qu'il n'était pas une stratégie efficace dans le contexte togolais. Il faut qu'il continue par aller aux élections et par réclamer, allez-y et gagner et réclamer votre victoire. C'est mieux que de boycotter. Samson Maoulolo Arlija, merci d'être passé. Merci à vous aussi. Donatien Aweso, merci à vous également. Oui, ça me plairait beaucoup de remercier tous ceux qui ont porté leur voix sur le PSR dans les urnes et surtout de remercier l'équipe qui m'a entouré dans le Golf 5 durant ces moments d'élection. Vous êtes charmante. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être restés en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.